Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, YELACOUQ, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs et des chercheuses en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les autrices et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sont consacrées aux acteurs et actrices du milieu littéraire queer au Québec. Le cycle porte l'intitulé « Lire queer ». Et lire queer, c'est sans doute lire des textes qui ne sont pas hétéronormés ou cisgenrés, des textes qui ouvrent à ce fameux trouble dans le genre. Mais lire queer, c'est sans doute aussi aborder les textes qui brouillent les pistes par la voie d'une pensée qui cherche à comprendre les systèmes oppressifs qui y sont à l'œuvre. La 4e discussion de ce cycle d'entretien porte sur les perspectives de lecture et sur les grandes figures de la littérature queer et féministe. On parlera de poésie, de théâtre et de paroles émancipatrices. Nous avons invité pour cette occasion Ève Martin-Jalbert et Marie-Claude Garneau. Ève Martin-Jalbert enseigne le français et la littérature au Cégep Marie-Victorin. Et elle a publié La parole sorcière, littérature, magie, émancipation aux éditions de la rue Dorion en 2022. Et elle a co-coordonné le dossier intitulé « Queer, une révolution flamboyante » de la revue Ababar en septembre 2022. Et elle fait de son mieux à travers ça pour s'impliquer dans des luttes et des efforts contre le racisme systémique et contre les discriminations fondées sur le genre. Marie-Claude Garneau est autrice, chercheuse en théâtre et co-directrice littéraire de la collection de théâtre féministe La Nef aux éditions du Remue-Ménage. Elle a co-dirigé avec Nicolas Dawson l'ouvrage Savoir les marges, écriture politique en recherche-création, et est aussi co-autrice, avec Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, de l'essai indiscipliné La coalition de la robe. On retrouve ces textes critiques, savants ou de création dans les ouvrages Self-Care, Québéqueer, dans Génération au féminin et Nouvelles perspectives féministes, ainsi que dans plusieurs revues savantes et culturelles. Bonjour, Ève Martin-Jalbert. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci de te prêter au jeu de cette discussion. Ben, merci à toi aussi, Marie-Claude Garneau. C'est un grand plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir et on fera les remerciements effectivement des personnes qui nous ont mis en contact un peu plus tard. J'en profiterai peut-être au début pour faire une brève reconnaissance territoriale pour souligner que notre rencontre se tient sur un territoire colonial volé aux nations Kanien'kehá:ka et Anishinaabe, dont nous reconnaissons la présence parmi nous et près de nous. Ce lieu que l'on décrit comme un lieu traditionnel de rencontre, ben, cette reconnaissance que je fais maintenant, que nous faisons que nous avons convenu de faire ensemble, c'est l'occasion de nous inviter à penser une rencontre comme celle-ci comme une manière de tendre de notre mieux vers un peu plus de décolonialité, une notion, notamment en ce qui concerne la réciprocité de respect, qui est une notion centrale dans la philosophie des premiers peuples et dans l'art de vivre la vie. Et c'est l'occasion de nous rappeler cette tâche qui est la nôtre comme alliés, de nous encourager à poursuivre en ce sens. Voilà. Pour ouvrir notre rencontre à l'enseigne de l'appellation Lire Queer, est-ce que tu acceptes de nous parler un peu de ton parcours, de ton travail, Marie-Claude? Oui, bien sûr. D'ailleurs, merci pour cette reconnaissance territoriale. Je dirais d'abord que mon parcours est quand même assez teinté là, du fait que j'ai d'abord une formation de comédienne avant d'être autrice, chercheuse. J'ai travaillé dans le milieu théâtral, dans le milieu de la télé au début des années 2000, entre 2000 et 2006-2007, en tant que comédienne. Après, j'ai quitté le métier, je me suis lancée dans les études féministes. Et après une dizaine d'années dans le milieu universitaire, avec un demi-bac en études féministes, une maîtrise en théâtre, je suis maintenant nouvellement docteur en littérature. Je suis une spécialiste de théâtre québécois. Je travaille sur le théâtre des femmes, surtout celui des années 70, 80, théâtre des années 2010 aussi. Je suis aussi spécialiste de théorie féministe. J'essaie d'appliquer ça le plus possible à l'analyse des représentations théâtrales. J'essaie vraiment d'intégrer une pensée féministe là, à mon analyse du théâtre, dans mon enseignement de la dramaturgie aussi. Je suis enseignante
euh, à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. Je suis également co-directrice littéraire de la collection La Nef, qui est la collection de théâtre féministe aux éditions du Remue-Ménage. Je travaille aux côtés de Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent. Je dirais que publier du théâtre, c'est un peu ma façon, je pense, de lier mon amour de la lecture et de l'écriture à celui du théâtre, à ses formes spécifiques, à sa parole spécifique. Et bon, je suis aussi autrice, écrivaine. J'écris quelques textes pour des revues culturelles savantes. J'ai collaboré à des ouvrages collectifs. Une fois de temps en temps, je suis conseillère à la dramaturgie pour des compagnies de théâtre féministes. Je suis collaboratrice aussi pour le Centre des auteurs. Ça ferait un peu le portrait rapidement de où j'en suis en ce moment dans ma vie, dans ma carrière. Et je te relancerai la question. Ève Martin, est-ce que tu as envie de nous dire un peu qui tu es, peut-être tes intérêts de recherche, tes intérêts de création? Oui, super, merci. Moi, pour ma part, je suis prof de français et lettres dans un cégep de Montréal, Tiohtià:ke, depuis 2005. Je m'intéresse depuis mes années de doctorat au rapport de domination, à l'émancipation. Et cet intérêt m'a amené à suivre certaines lignes plus que d'autres en fonction de circonstances sociales et personnelles aussi. Je me suis, au fil des années, laissé transformer par le renouvellement de l'intelligence, si tu permets que je cite Saint Paul. Dans ce cas-ci, c'est le renouvellement de l'intelligence des pensées radicales, que ce soit les pensées féministes, antiracistes, pensées queer, qui a mené, donc tout ça a mené à des ruptures, des lignes rompues, des chemins de traverse, des efforts de décentrement, de déprogrammation et de désaliénation, le renoncement à certains privilèges, renoncement à un devenir straight aussi. Je reprends le terme de Sarah Ahmed pour rappeler que on ne naît pas straight, on le devient. Et ça a pris aussi, il a fallu aussi beaucoup de joie, des amitiés, des complicités profondes, des rencontres et des lectures transformantes. Ma propre transition de genre aussi, avec la joie que ça a impliqué. C'est pas que ça, mais il y a eu aussi une très grande, il y a aussi une joie qui se fait dans ça. Tout ça fait en sorte que c'est opéré désorientation et réorientation, et reconnexion avec d'autres dimensions de moi-même, niées, occultées, sous-développées. Et ça m'a amené en fait à développer un angle plus précis pour penser les questions d'émancipation, de domination. La relation pédagogique aussi. Donc, moi aussi, j'enseigne au collégial et effectivement, ça m'a amené aussi à me transformer. J'ai donné, à partir de 2011, un cours qui portait sur le sentiment de l'inacceptable dans la littérature et plus précisément sur différentes situations de domination, différents systèmes d'oppression. Et un jour, dans les échanges, il y a des étudiantes qui me disaient que c'est un peu lourd comme œuvre. Puis là, une œuvre littéraire où il était question de tel rapport de domination, c'est un peu lourd et c'est triste et bon, on parle encore de ça. Et bon, moi, il faut dire que je suis généraliste au cégep, j'enseigne à toutes, aux étudiants et étudiantes de toutes les disciplines, pas forcément des étudiants et étudiantes en littérature. Et ça m'a amené en fait à me prendre conscience du fait d'un certain nombre de, disons, de contraintes ou de biais qui fait que j'avais peut-être plus la fameuse crainte de ne pas être neutre, qui n'existe pas, mais qui opère pareil dans ma tête, a fait en sorte que j'ai beaucoup plus mis l'accent sur des rapports de domination que sur les efforts qui sont faits pour les transformer, en fait. Et à partir de là, ça a comme orienté beaucoup plus. Il y a certaines lignes qui sont apparues, notamment la ligne de La parole sorcière, qui est le livre que j'ai publié l'an passé. À partir de là, ces lignes-là sont apparues un petit peu plus clairement, c'est-à-dire j'ai eu envie vraiment d'orienter mon travail, que ce soit dans l'enseignement ou dans ce livre-là, dans le sens de l'encouragement à l'action de transformation. Voilà. C'est ce que je te dirais pour l'instant. Je pense qu'on va y revenir, mais d'abord, quel lien, toi, fais-tu entre ton féminisme, qui est très présent effectivement dans tes travaux depuis la Coalition de la robe jusqu'à ta thèse récente, bravo, et puis une approche queer? Est-ce que ce rapprochement entre ces deux approches est pour toi une difficulté ou au contraire quelque chose qui se fait assez facilement, presque naturellement? Oui. Ben, je te dirais que mon féminisme est très lié à une critique de l'hétérosexualité
comme un régime politique structurant. Puis je lis aussi beaucoup mon féminisme à l'importance de la mémoire des existences lesbiennes. Donc, je dirais que je vois le queer, sa pensée, ses pratiques, un peu ses caractéristiques à partir de mon point de vue lesbien aussi, je dirais d'un point de vue quand même minoritaire là, par rapport à celui majoritaire de l'hétérosexualité. Je dirais que les rapprochements qu'il y a entre la pensée queer et ma pensée féministe lesbienne, ça se fait surtout au cœur des œuvres, au cœur de la création artistique, dans des contextes de création artistique. Je te dirais que j'ai essayé de développer ça, en tout cas en partie, cette pensée-là dans l'écriture de la Coalition de la robe, qui est je le rappelle comme ça parce qu'on va en parler, mais qui est un court essai indiscipliné qu'on a publié en 2017 aux éditions du Remue-Ménage dans la petite collection. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé avec Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, qui sont mes complices à la Nef aujourd'hui, mais ce sont deux autrices, actrices, metteuses en scène avec qui j'ai étudié à l'école de théâtre là, il y a plus de 20 ans. Donc, je dirais que la Coalition de la robe, c'est vraiment mon premier travail féministe d'écriture là, dans le milieu théâtral. Le livre parle des actions militantes de cette mystérieuse coalition de la robe que moi, Marie-Ève et Marie-Claude, on a suivi à travers leurs actions là, qu'on dépeint, qu'on retrace dans le livre. Puis à travers ça, on se questionne de notre côté vraiment sur la place de la pensée féministe au théâtre, ce que ça signifie, par exemple, de s'engager comme féministe dans le milieu théâtral francophone, assez montréalais. Là, c'est quand même important de préciser ce contexte-là. Et moi, j'ai essayé personnellement de lier mon travail intellectuel de chercheuse féministe et de lesbienne à celui de Marie-Ève et Marie-Claude dans leur travail un peu plus pratique là, comme actrice, comme metteuse en scène et autrice. Donc, c'est comme à la fois un travail de création, mais c'est un travail aussi archivistique. C'est surtout un espèce de grand travail de collaboration féministe là, qui nous a vraiment toutes les trois transformées, qui a beaucoup influencé nos parcours respectifs. Fait que je dirais que l'apport queer aussi, pour revenir à cette question-là, du projet peut-être un peu en partie de la Coalition de la robe, ça se trouve surtout à certains endroits dans le livre et dans le travail même de la Coalition de la robe, ça se trouve dans sa manière de révéler, encore une fois, la mainmise du système politique de l'hétérosexualité, de l'hétéronormativité, surtout dans les représentations artistiques et théâtrales. Ça vient un peu aussi dans notre manière de critiquer les rôles genrés dans lesquels sont vraiment constamment ramenées les femmes. Je dirais aussi qu'il y a quelque chose de queer, peut-être aussi dans la diversité des formes qui se croisent dans la Coalition de la robe. On fait cohabiter dans les mêmes pages des transcriptions d'enregistrements, des récits personnels, des critiques de spectacles, il y a des dessins, il y a des reproductions d'archives. Oui, c'est l'aspect scrapbook un peu de l'ouvrage. Ouais. Puis moi, c'est ça, j'ai l'impression que pour moi, le queer en art, ou en tout cas en littérature, ça a quand même beaucoup à voir avec des formes, avec leur déplacement, leur manipulation, leur éclatement aussi. Ça a à voir avec des caractéristiques formelles, en fait. Ça se rapproche un peu des formes qui, pour moi, s'apparentent à celles de la recherche-création. Je ne peux pas passer vraiment sous silence le fait que j'ai co-dirigé l'an dernier un livre qui est paru au Remue-Ménage, un ouvrage collectif qui s'appelle « Savoir les marges ». J'ai travaillé là-dessus avec mon grand ami Nicolas Dawson. Qui convoque la parole, les écrits, les récits de différents artistes, écrivaines au sujet de la recherche-création, mais une recherche-création qui se fait en situation de marginalité, en situation de minorisation. Donc, je dirais que la pensée queer est assez foisonnante là aussi dans cet ouvrage-là, puis que justement, la recherche-création, comme moi et Nicolas, on entrevoit, en fait, c'est vraiment lié à des formes aussi queer, à justement cette multiplicité, une multitude de formes, en fait, cette espèce d'hybridité là, conjointe entre la pensée, la réflexion intellectuelle et les formes. Donc, je pense aussi que c'est important de le dire, mais c'est souvent le queer, en fait, j'ai l'impression, avec ses formes, ses pratiques, sa pensée qui viennent vers moi. Moi, je suis un petit peu plus déplacée ou un peu plus dirigée, orientée vers des pensées lesbiennes, des théories lesbiennes et des univers un peu
comme tel. Oui, avant effectivement de continuer, revenons à la dimension féministe de ton travail et au contexte dans lequel est apparue la Coalition de la robe, l'apparition de la Coalition de la robe, sur le mouvement Femmes pour équité en théâtre en 2016, le grand chantier féministe de 2019. Autour de ces différentes mobilisations, il y avait un constat qui était là, le constat de la sous-représentation des femmes sur scène dans le théâtre québécois. Est-ce que depuis, il y a eu des réponses à ces revendications? Est-ce que le visage du théâtre québécois a changé selon toi? Est-ce que les spectacles, les pièces écrites et mises en scène par des femmes sont plus présentées sur nos scènes? Ouais, je pense assurément là, que ça a changé. Euh, pour le mieux, tranquillement. En tout cas, c'est un peu ce que je soutiens dans ma thèse, de doctorat. Je soulève le fait que le contexte social et politique là, au Québec depuis 2014, à peu près, depuis le mot-clic agression non dénoncée, j'ai l'impression que tout ça, avec MeToo aussi, comme tu mentionnes, l'apparition de Femmes pour l'équité en théâtre en 2016. J'ai l'impression que ces mouvements de fond sociopolitiques-là, ça a eu une incidence en fait sur le théâtre des femmes. En particulier, vraiment sur le travail des autrices dramatiques, sur leurs œuvres. Moi, c'est vraiment ça mon champ d'expertise. Cette semaine, là, entre autres, on est en février 2023. Là, il y a une rencontre appelée Une Sentinelle au Théâtre Espace Go là, qui revient sur les recommandations qui ont été faites pendant le chantier féministe en 2019. Et donc, il y a des nouvelles études là, qui montrent que les autrices et les metteuses en scène occupent une place plus importante là, sur les scènes là, depuis 2018-2019, je pense. Donc, oui, il y a certainement des changements qui se sont opérés. Moi, je dirais que dans ma thèse, je me préoccupe surtout sur les imaginaires, sur la manière dont les changements sociaux, justement, se répercutent dans les idées qui sont mises en texte par les autrices. Puis, j'en arrive à la conclusion qu'il y a, oui, une certaine nouveauté politique, une certaine nouveauté féministe dans les œuvres que j'étudie, mais il y a aussi une certaine, quand même, reconduction d'idées néolibérales, post-féministes, des imaginaires qui reconduisent un peu l'idée que, bon, l'égalité est atteinte, par exemple, les femmes sont maintenant libres là, parce qu'elles peuvent choisir de vivre un peu tout ce qu'elles veulent. Et donc, c'est pas frontal dans ma thèse, mais je pense que ce qui sous-tend un peu le maintien de certaines de ces idées-là qui sont liées un peu à la liberté de choix des femmes, en fait, qui est comme un peu l'idée phare là, au centre de ma thèse. Puis, c'est encore, en fait, qu'il y a un certain statu quo straight. Il y a une force encore centrifugeuse de l'hétérosexualité comme norme, comme paradigme dominant. Puis, évidemment, bon, c'est lié au patriarcat, au capitalisme, au colonialisme. Puis, ça, évidemment, que ça influence toujours et Sentinelle insistait aussi sur la présence très mince aussi des personnes racisées aussi. Ah, absolument. Là, ça reste un théâtre qui est très blanc et très straight. Et, donc, il y a encore, je pense, il y a du travail de fait, oui, mais je pense qu'il en reste encore beaucoup à faire. Puis je pense que là, concrètement, en tant que co-directrice à la Nef, par exemple, je pense qu'on essaie avec Marie-Ève et Marc-Claude de publier des pièces qui montrent peut-être ces changements-là, disons, dans la dramaturgie. On a 3 des 6 premières pièces qui ont été publiées à la Nef, par exemple, qui traitent assez frontalement là, d'enjeux lesbiens, d'enjeux trans ou d'enjeux queer. Il y a même une 4e pièce là, qui l'aborde quand même en filigrane. Donc, c'est un peu nos efforts, nos actions pour essayer de valoriser des postures féministes qui mettent de l'avant des réalités queer, ou en tout cas des réalités de personnes minorisées. Donc, je pense qu'on essaie tranquillement de collaborer puis de faire avancer ça un peu plus activement, je te dirais. J'ai comme envie de te renvoyer, j'ai comme beaucoup parlé, j'ai envie de te renvoyer la question, Martin, est-ce que tu es capable de nous dire pour toi où se trouvent les points de croisement peut-être entre ce que tu appelles la parole sorcière et peut-être une parole queer? Est-ce que tu as envie peut-être de me parler de ce que tu entends par des paroles sorcières? Oui, effectivement. D'abord, moi, l'écriture de la parole sorcière s'est fait sur plusieurs années et puis ça a accompagné vraiment comme un accompagnement assez serré là, de
ça a accompagné ma transition de genre. Donc, effectivement, si on le lit avec ça donne un angle. Et ce que j'appelle parole sorcière, on pourrait le mettre au pluriel. Hein. Quand j'ai appuyé sur Mmh. send en envoyant pas le manuscrit, mais les épreuves, je me suis dit, non, il faut le mettre au pluriel. Puis là, il était trop tard. Anyway. Donc, des paroles sorcières, ce sont des paroles ou des actions par la parole qui sont structurées par une orientation générale dans le sens de l'action transformatrice basée sur l'autodétermination des êtres. C'est à peu près ça. Et je dis bien, c'est une orientation parce que, bon, je suis quand même marqué par la pensée de Jacques Rancière. Puis, donc, ce qui fait que il faut vraiment tenir compte de la condition d'une parole, c'est-à-dire, c'est pas un rapport de cause à effet que ça fait avec une lectrice. C'est une orientation. C'est comme une maison est orientée plein sud, par exemple. Et donc, de ce fait-là, favorise certains comportements, favorise certaines occupations, favorise certaines occupations de l'espace, etc. Et une œuvre qui est traversée par une parole sorcière, c'est une œuvre qui est orientée vers, qui encourage l'action de transformation fondée sur l'autodétermination des êtres. La manière dont, donc, ce que je déploie ce que j'essaie d'analyser, c'est qu'est-ce qui est spécifique des œuvres qui sont traversées par ce type de parole. Une des choses qui est importante, c'est le parti pris pour la vie, pour les diverses formes de vie, de la vie simple, la vie des entités, la vie dans sa pluralité, en fait, et le bien-être et la santé aussi de cette vie-là. Le problème, c'est évidemment qu'il y ait des systèmes d'oppression et que ce parti pris se fait contre les systèmes d'oppression qui sont destructeurs des vies en général. Ça, je rejoins tout à fait le travail que la philosophe allemande Eva de Redeker fait dans La Révolution pour la vie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui est central. Mais une œuvre qui est traversée par une parole sorcière, c'est une œuvre qui nous parle effectivement des obstacles qui viennent des systèmes d'oppression, mais qui nous montre des mondes où ces systèmes d'oppression n'occupent pas toute la place et où il y a des dehors, il y a des restes, il y a une forme de récalcitrance, il y a quelque chose qui échappe. Donc, je repense à la conversation avec mes étudiants et étudiantes. Hein, c'est déprimant. Moi, je me reconnaissais tout à fait quand les étudiants disaient c'est déprimant parce que moi, quand j'ai lu, par exemple, 1984, je sais que ça ne fait pas ça pour tout le monde, mais quand j'ai lu 1984, on lit 1984 et puis moi, je déprime. Pourquoi? Parce que les systèmes de pression nous laminent. Il ne reste plus de place du tout. Tous les efforts qui sont faits pour résister tombent. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas là, justement, c'est pas là qu'est la veine de la parole sorcière. Il faut la suivre ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de suivre en travaillant vraiment à partir des effets que des lectures avaient sur moi. Et donc, ensuite, dans les œuvres qui sont traversées par la parole sorcière, on va trouver un certain nombre d'opérations, dont la première qui est de nous faire c'est de nous encourager, évidemment, à faire une expérience médiate d'une forme de contingence, ou bien la contingence du monde, ou la contingence de soi ou des identités, ou la contingence du langage. Et des fois, c'est comme dans une même œuvre, tout ça peut être mêlé, évidemment. Donc ça c'est assez central comme opération. Puis j'analyse aussi, je retiens un certain nombre d'opérations, mais je fais pas une liste exhaustive. Là. On pourrait continuer de voir quelles sont les opérations sorcières à proprement parler. Il faut canaliser l'énergie vitale, peu importe la forme qu'elle prend. Et puis aussi créer des connexions entre les êtres, que ce soit en présence ou à travers le temps, en absence. Donc, le faire cercle. Ça, c'est les principales opérations sorcières qu'on peut trouver. Bon, qu'est-ce qu'il y a de queer maintenant là-dedans? Comme je disais, pour moi, ce texte-là est un peu une autobiographie indirecte, une mise en scène dans un processus d'idées, d'un processus personnel de transition, vécu comme un développement d'une autodétermination. Et je dirais que dans tous les cas qu'on pense, moi, c'est sûr que je pense plus globalement en termes de rapport d'oppression, mais pour moi, les systèmes d'oppression, que ce soit la transphobie, l'homophobie, le racisme, le validisme, etc., ce sont des systèmes dont on peut saisir un dehors et dont il importe de saisir en fait la contingence précisément. Et je dirais l'acception queer de l'autodétermination, c'est arriver à saisir la contingence de la fiction de l'hétérosexualité obligatoire ou la fiction de la cis-identité obligatoire, par exemple.
Ça, c'est quelque chose qui est proprement queer dans la parole sorcière. Tu parlais d'orientation, puis de cette espèce de l'autodétermination des êtres. Je ne peux pas m'empêcher de penser à certains des segments dans ton livre là, où tu convoques vraiment une panoplie d'ouvrages. Tu convoques entre autres Les Fées ont soif de Denise Boucher. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher là, de voir quand même un lien entre tes idées puis les miennes un peu. Là. Quand même, Les Fées ont soif, c'est vraiment une pièce majeure du théâtre féministe des années 70. Donc, j'ai l'impression que c'est comme je sais pas, j'ai envie de créer un premier point de jonction là, entre ton travail et le mien. As-tu envie de m'en parler un peu? Oui. En quoi, pour toi, il y a quelque chose de la parole sorcière, très clairement, là, chez Denise Boucher. Oui, effectivement. C'est une œuvre moi, que je trouve vraiment magnifique qui met en scène ce qu'on peut appeler une bifurcation identitaire, c'est-à-dire la possibilité d'établir un nouveau rapport à soi-même. Établir un nouveau rapport qui est beaucoup plus sain, qui est moins toxique, et du fait de se débarrasser des identités amoindrissantes, des assignations, du confinement social. Ces personnages-là, les 3 personnages des Fées ont soif, effectivement, brisent l'isolement paralysant, et en faisant ça, en faisant tomber aussi toutes les images sexistes qui ont soutenu cet isolement et qui ont soutenu les identités amoindrissantes et le processus de minorisation. En tournant le dos à ce rétrécissement identitaire, ces personnages-là quittent leur position de subalterne. Et sur la scène, c'est physique, là, les personnages changent réellement de position selon un procédé de Verfremdung brechtien. Mais les êtres, progressivement, sur scène, on assiste à la reconnexion à soi. C'est ça que je trouve absolument magnifique et magique, en fait. C'est là qu'il y a de la parole sorcière. La reconnexion à soi, qui est une reconnexion à son corps, reconnexion à sa soif, reconnexion à ses désirs. Et tout ça se fait en même temps qu'une reconnexion à ses semblables. Et l'importance d'être ensemble est super important ici. Et donc, pour moi, cette bifurcation identitaire, pour moi, est très proche du développement du lien érotique dont parle Audre Lorde dans son texte sur les usages politiques de l'érotisme, c'est-à-dire comme capacité de s'éprouver soi-même comme éprouvant de la joie. Et donc, de ce fait-là, de faire une expérience qui est épanouissante, et pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais un peu peu importe ce qu'on fait, quoi. C'est comme ça qu'Audre Lorde en parle, qu'il s'agisse de danser, d'écrire un poème, d'étudier une idée ou de marcher dans la douceur d'un soir de juin avec la personne qu'on aime, etc. Tout ça, c'est une expérience érotique épanouissante. C'est comme ça qu'elle en parle. Et il me semble que l'œuvre de Denise Boucher met en scène ça et initie une spirale, la spirale de l'émancipation, qui implique de développer le pouvoir du dedans, le pouvoir avec les autres et le pouvoir dans le monde. Et c'est ça que je trouve, moi, vraiment magnifique. Et on assiste comme à une transformation de ces personnages-là, qui est une transformation qui nous est offerte. Et c'est une transformation qui s'initie sous nos yeux, ou qu'on lise ou qu'on la voit, la pièce. Et moi, quand je l'enseigne, c'est une œuvre qui a des effets. Ça a un effet palpable sur des étudiants et étudiantes en classe. C'est vraiment quelque chose qui se passe avec cette œuvre. Ah non, j'en doute pas. Quand tu dis transformation qui s'initie sous nos yeux, moi, j'ai pas enseigné Les Fées ont soif de Denise Boucher, mais j'ai enseigné cette session-ci, la session dernière, en fait, la saga des poules mouillées de Jovette Marcheseau, qui s'inscrit un peu aussi là, dans la même période du théâtre féministe des années 70. Moi, me sens très, très... j'adore le travail de Marcheseau. Puis quand j'ai enseigné la saga des poules mouillées, j'ai été témoin de ça aussi. Chez les étudiants, chez les étudiantes, vraiment quelque chose... ils sont complètement fascinés par cette rencontre-là là, entre les 4 grandes écrivaines dans une espèce de cuisine extérieure touffue. Donc, ils sont vraiment... justement, ça les transforme quand même un peu. Je ne sais pas ce que... En fait, moi, quand j'y repense, je me dis, il y a là aussi chez Marcheseau assurément une parole sorcière, là, quand même. Je ne sais pas ce
que tu en Oui, oui, penses. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis je m'en suis voulu de pas connaître de pas avoir connu cette pièce-là Ah, avant d'écrire La Parole sorcière. C'est clair que ça aurait été dedans. Enfin, je dis je m'en suis voulu, mais je crois que c'est signe d'un système, hein. S'il y a ouais. un oubli, s'il y a un effacement qui est là, je pense que je pense que c'est dans La Coalition de la robe où, vous rappelez que c'est une pièce qui n'a jamais été rejouée depuis le Non, tournant des années 80 quand même, ouais. alors que c'est une pièce qui est tellement puissante. Mhm. Et oui, oui, c'est une parole sorcière, très clairement, parce qu'il y a un parti pris de la vie que je trouve vraiment magnifique, Ouais. qui est présent de la première jusqu'à la dernière page. C'est la vie comme joie, la vie comme création, une ouverture à la pluralité des modes d'existence en dehors des normes. C'est des personnages qui expriment leur désir de vivre, mais pas seulement vivre. Je cite le personnage de Germaine, qui est la Mhm. paroissienne, Germaine Guévremont. Ouais. On veut pas seulement vivre, mais s'enrichir la vie, s'offrir des émerveillements. Je trouve ça vraiment magnifique. Et Ouais. contrairement aux Filles ont soif de Denise Boucher, c'est pas une pièce qui met en scène les oppresseurs, disons ça comme ça, ou les systèmes Mhm. d'oppression. Ils sont pas en scène. Alors, ils sont nullement convoqués, même par aucun procédé. Ouais. Ils sont présents, ils sont nommés, évidemment. C'est la misogynie, le patriarcat comme calomnie, comme mépris, Mhm. comme destruction des talents, et donc au service d'un confinement social et, de la production de normes de Ouais. genre, effectivement, et de normes de genre et de normes de sexualité aussi. Là, le couple hétérosexuel, certainement, y est pour jouer effectivement comme un élément. Mais l'œuvre met beaucoup plus en scène la connivence de ces personnages-là. Puis je constatais ça, j'ai pas une très grande connaissance de ce qui s'écrit dans le théâtre contemporain, mais je me disais, c'est quand même magnifique d'avoir une pièce qui consacre autant d'espace au fait que des gens sont ensemble, Ouais. font une rencontre qui est transformatrice, qui est Mhm. une rencontre qui est joyeuse, qui agrandissent et qui font augmenter le pouvoir du dedans. On n'est pas du tout il n'y a aucune confrontation. Bien sûr, c'est des personnages qui vont avoir recours à différentes techniques du care, à s'écouter, à se soutenir, etc. Mais il va y avoir aussi il va y avoir des mépris à clarifier. Il Mhm. va y avoir de la résistance quand le personnage de Laure Conan Ouais. résiste à faire la critique du catholicisme, mais ils vont dépasser ensemble ces Ouais. résistances-là. Ils vont faire tout un travail ensemble, ces personnages, que je trouve vraiment magnifique. Comme on n'est pas du tout, tu sais, souvent dans le théâtre, on pense que pour qu'il y ait un conflit dramatique, soit pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'on passe forcément par des interactions conflictuelles. Et ici, il n'y a pas du tout ça. Et je trouve Mhm. ça vraiment magnifique. Ça permet vraiment de faire de cette pièce-là une célébration, en fait, de la connivence, une célébration du fait d'être ensemble et de la collaboration. Et de ce fait-là, il y a comme une spirale magique qui se crée, qui commence par circuler entre les quatre, mais qui finit par s'agrandir. Je Mhm. prends l'image de la spirale parce que c'est tout indiqué vu qu'on est chez Javette Marceau. J'ai compris que effectivement c'est une figure extrêmement importante. Ça prend Mhm. de la puissance et en prenant de la puissance, ça sort d'elle-même et ça finit par soutenir un geste d'aller dans le passé, qui est Mhm. le geste par excellence de la coalition de la robe par ailleurs, je le souligne, qui est le geste d'aller déterrer les liens qui unissent les autrices d'aujourd'hui, les autrices de jadis, des autrices souvent oubliées. Et tranquillement, cette action transformatrice gagne en puissance et se tourne vers l'avenir et on finit avec cette pièce avec comme des phrases comme Femme des ailleurs, ça ressemble de plus en plus au commencement d'un nouveau monde. Et, euh, et voilà. Et dernière chose que je veux souligner que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce-là, parce que j'ai dit tout à l'heure que dans les paroles sorcières, il y a des façons de canaliser l'énergie vitale, puis l'énergie vitale peut prendre diverses formes, que ce soit l'énergie cinétique, l'énergie de transformation, l'énergie de l'ancrage. Et Mhm. j'ai trouvé vraiment magnifique toute la place que prend l'énergie de l'ancrage dans cette pièce-là. Le lien érotique au monde, vraiment le monde terrestre. Et Ah, il y a des magnifiques images, ouais. surtout dans la bouche des personnages de Petite Corneille, qui est Gabrielle Roy, Ouais. et la paroissienne, comme ces images d'étangs parfumés, de fossés aux grandes herbes, les mares d'eau dans le mouvement invisible de la nuit qui tombe au moment où toutes les étoiles Ouais. de la Voie lactée glissent en blancheur dans la rivière. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce que la parole sur les luttes, les paroles sorcières peuvent se faire avec cette connexion sur l'énergie de l'ancrage dans ce qui est là et ce à quoi on tient.
Et qu'on trouve aussi dans Les Filles ont soif, hein, le moment où la statue éclate et libère le serpent et lui dit « Je ne t'écraserai plus, va ramper, assume la terre, elle est bonne. » Oui, Voilà, ça, absolument. c'est... Ouais, Et ça a une résonance avec avec des préoccupations écologistes très contemporaines, en fait. Oui. Ah oui, vraiment. Puis je pense que je fais un petit pas de côté, mais ouais, je pense qu'il y a quand même quelques études sur justement, là, des analyses un peu écoféministes, je pense, du travail de Marcheseau. Là, j'ai vu que bon, ça se prépare. Je trouve ça vraiment pertinent. C'est vraiment pas mon axe de travail, mais c'est tout indiqué chez Marcheseau. Là, tu donnais des exemples, justement, que le rapport à la terre, au foisonnement, la cuisine, cette nourriture-là abondante, cette réunion-là, c'est vraiment beau. Et Marcheseau, en fait, comme Denise Boucher, mais bon, ça le fait un peu différemment, là, mais elle convoque aussi des figures vraiment. Denise Boucher va convoquer là, des archétypes, là, vraiment là, la mère, la vierge et la putain, mais chez Marcheseau, c'est vraiment des figures de femmes, de féministes, d'écrivaines marquantes. Hein, dans la saga des Poupées, on l'a dit, c'est 4 écrivaines vraiment majeures. Dans le Québec moderne, contemporain, là, qui se rencontrent un peu dans une espèce de no man's land, il y a quelque chose d'une espèce d'environnement suspendu. Il y a aussi ça dans ton livre, hein, dans La parole sorcière, tu convoques quand même plusieurs figures, peut-être en tout cas qu'on peut peut-être apparenter à des figures sorcières ou en tout cas ou pas. Tu fais vraiment, vraiment beaucoup des liens avec beaucoup d'œuvres, beaucoup d'autrices. Comment tu te situes par rapport à ça, par rapport aux autrices que tu convoques pour déployer ça un peu, cette parole sorcière-là? C'est sûr que moi, je m'intéresse pas tant à la figure de la sorcière dans ce livre, dans ce livre-là, alors que souvent quand on parle des sorcières aujourd'hui, on va aller chercher des figures, ou bien du passé, ou bien du présent, ou ce qui resterait aujourd'hui de ces femmes qui auraient été stigmatisées, persécutées comme des sorcières. Je pense au travail de Mona Chollet. Super bon travail par ailleurs. Moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était la sorcellerie, en fait. C'est la sorcellerie littéraire. Et donc, c'est plus les opérations sorcières qui m'intéressent, dont cette opération dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le faire cercle ou faire spirale. Et c'est-à-dire la capacité à créer la connexion à d'autres avec afin de faire passer l'énergie vitale d'un être à l'autre. Mais ce que tu me dis, effectivement, c'est tout à fait juste dans la parole sorcière. Il y a des figures, effectivement, qui sont importantes. C'est pas forcément des figures d'écrivaines, c'est beaucoup des figures au féminin. Ça, j'avoue, pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui dans mon expérience, qui passe comme ça. Les figures de Annie Anderson, la grand-mère de Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, est une de ces figures importantes. La figure de Rosa Luxembourg, ça, dans mon histoire personnelle, c'est une figure extrêmement importante. Anne Sylvestre, qui revient beaucoup aussi. Du côté de la fiction, Le Guélion, Tituba de voyons. Non. Marie Scondé? Marie Scondé, oui, pardon. Exactement. Et évidemment, tout ça, c'est extrêmement important. Et comme disait Mona Chollet, on a besoin du travail de ces représentations. On a besoin de modèles identificatoires qui agissent en dessous de nos gestes, qui agissent comme des calques sur le tracé de nos existences, écrivait-elle dans Sorcière, et qui, sans même que nous nous en rendions clairement conscientes, nous soutiennent, donnent sens, élan, écho, profondeur à nos choix de vie. Puis, quand il s'agit de faire sienne la force de quelqu'un, le contact avec une image, une pensée peut suffire à produire des effets spectaculaires. Je trouve ça très beau quand Mona Chollet écrit ça. Et moi, personnellement, pour moi aussi, c'est... donc oui, ça joue effectivement et ça a joué. Peut-être même que ça a joué aussi dans ma propre transition, c'est-à-dire de recevoir de figures, surtout de figures féminines, pas forcément des femmes cis. Hein, ça peut, Sylvia Rivera fait certainement partie, cohabite avec Rosa Luxembourg, mais ce sont des sources d'énergie incroyables et voilà. Mais c'est surtout comme sous la figure du cercle, la figure de la connexion aux autres que j'ai abordé cet enjeu-là. Toi aussi, il me semble, dans ton travail, tu reviens sur plusieurs figures. Et peut-être que c'est là aussi un des points de jonction qu'on peut voir entre ton travail puis le travail que j'ai fait dans La parole sorcière.
je pense en particulier à quelque chose. C'est la chanson Rebel Girl du groupe punk féministe Bikini Kill, qui Ouais. date de 1993. Je vais simplement faire la traduction peut-être très rapidement, mais cette fille qui marche la tête haute pense qu'elle est la reine du voisinage avec son trike ben hot. Le trike, j'hésite entre la traduction, mais c'est un tricycle ou une moto. Et je pense que je veux être sa meilleure amie. Et là, on arrive au refrain Rebel Girl, fille rebelle, tu es la reine de mon monde. Fille rebelle, je veux que tu viennes chez moi, je veux essayer tes vêtements. Et plus loin, elle va dire, quand elle parle, j'entends la révolution. Dans ses hanches, c'est la révolution. Quand elle marche, la révolution s'en vient. Dans ses baisers, je goûte cette révolution. Alors, j'ai beaucoup aimé trouver, citer cette chanson dans la coalition de la robe. Est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce que t'inspire cette chanson? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te rappelle là? Ben, c'est comme un peu mitigé parce que c'est quand même arrivé tard dans ma vie, Bikini Kill et Kathleen Hanna. En fait, dans la coalition de la robe, c'est vraiment une chanson qui représente l'adolescence, représente la fougue, le désir de liberté, un peu aussi les premiers balbutiements féministes, comme de la fin de l'adolescence, début de la jeune vingtaine. Moi, quand je pense à cette chanson-là, je peux pas m'empêcher ça me ramène en fait au mouvement Riot Girl, ça me ramène à avant un peu, je dirais, la récupération de ce féminisme-là jeune, ce féminisme de la fin des années 90 qui était vraiment un féminisme qui était très militant, qui était porté par des jeunes femmes qui avaient vraiment envie de se libérer ou en tout cas de ne pas être enfermées dans des carcans et en ce sens-là, elles étaient très liées aux revendications des féministes des années 70-80, mais les années 90, hein, dans les années 80, même fin des années 80, c'est l'émergence du néolibéralisme. Puis c'est vraiment un féminisme qui a été récupéré par des vedettes, par des médias qui ont vraiment comme dépossédé ce féminisme-là aussi de sa charge critique aussi pour le rendre un peu vendable justement, puis marchandable, puis ce que certains ont appelé aussi le post-féminisme. J'en parle un peu. J'en parle pas mal dans ma thèse. Et donc, quand je repense au Riot Girl original de Kathleen Hanna de Bikini Kill, c'est évidemment, ça me ramène à ça, à Rebel Girl, avant l'appropriation, avant la récupération. Donc, c'est sûr que c'est une figure importante dans la coalition de la robe. C'est un élément qui est assez pivot dans la fiction de notre livre. Il y a une espèce d'éveil qui se crée je dirais, chez les personnages ou chez les narratrices, en tout cas. Pour moi, étrangement, là, plus personnellement, les jeunes punks à la Kathleen Hanna, moi, quand j'étais plus jeune, ça me paraissait surtout... c'était des figures quand même intimidantes. Hein? Je ne vais pas dire que j'étais la fille la plus populaire, je n'étais pas la plus punk. Donc, c'était pas ces figures-là, c'était pas ces représentations-là, disons, qui m'inspiraient quand j'étais plus jeune. Moi, justement, là, on parle de créer des relations, partager des énergies vitales aussi avec des imaginaires plus féminins et tout. Moi, j'étais surtout inspirée par les sœurs Brontë, mettons. Tu sais, j'étais un peu plus portée vers l'écriture là, en solitaire dans le fond d'une cabane, là, bien frette, là, dans la langue anglaise. Fait que j'étais un peu loin quand même du punk rock de Bikini Kill, mais quand même, ça teinte un peu quand même la coalition de la robe, évidemment, puis les univers du livre. Mais j'ai l'impression que pour toi, il y a vraiment quelque chose de très, très sensible. J'avais la contagion, effectivement. Donc, ça me rappelait évidemment mon adolescence punk qui a eu lieu avant qu'apparaisse Bikini Kill. C'est un petit peu avant. Donc, j'ai aussi découvert cette musique beaucoup plus tard parce que j'ai fait des retours. Je fais des retours. En fait, là, maintenant, ce ne sont plus des retours. Je vis avec. J'assume complètement le côté punk de moi-même. et ça fait partie de ma vie. Moi, j'y vois dans cette chanson-là autre chose qu'un processus, disons, associé à un âge, associé à l'adolescence. J'y vois au contraire j'y vois quelque chose qui concerne tous les âges, en fait, qui concerne la construction identitaire.
Puis je pense que c'est possible d'en faire une lecture queer aussi de Mhm. cette construction identitaire à partir de cette chanson-là. D'abord, il y a un certain nombre de refus qu'il faut quand même souligner. Un refus de rendre service à diverses normes de genre et de sexualité dans cette chanson-là. Ça commence Mhm. vraiment avec comme l'idée avec comme une mise en scène du commérage très, très stéréotypé là, dans le genre. Comme, c'est qui ça, cette fille-là là, qui a l'air de se prendre pour une autre? Mais très Mhm. vite, ce stéréotype-là du gossip, du malveillant est comme tout de suite renversé en comme, ah, je pense que j'ai envie d'être sa meilleure amie. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Puis, le refus aussi de l'hétérosexualité obligatoire qui est là. Hein. Cette fille, j'ai envie d'être proche d'elle, mais très vite, il y a des baisers qui se sont mêlés à ça. On dit que c'est une gouine, mais je l'assume. Mais pas je l'assume, mais oui, et c'est très bien, et c'est ma meilleure amie. Et il y a quelque chose de magnifique dans comme tout d'un coup l'apparition de la société autour. Donc, il y a comme quelque chose qui est absolument magnifique que j'adore. Mais ce qui est queer dans cette chanson-là, pourquoi je tiens à ça, dans ce refrain de comme j'ai envie, veux-tu venir chez moi, je veux essayer tes vêtements. Moi, je trouve que il y a quelque chose qui est mis en évidence comme la dimension joyeuse du processus de construction identitaire et du processus de subjectivation. Souvent, on nous décrit, dans la psychologie du développement, on nous décrit ce processus de construction identitaire comme un processus assez plate, comme je te dirais comme ça, là, c'est-à-dire Erickson qui parlait de processus de synthèse et de resynthèse du moi, qui intègre des données constitutionnelles. James Garcia en parle comme d'un travail d'ajustement à la tâche psychosociale de formation de l'identité. Et c'est comme wesh, c'est bien comme plate, alors que dans cette chanson-là, ben, il y a quelque chose qui est là, qui est extrêmement, qui est joyeux du fait d'être une création, d'être Mhm. de l'imitation, d'être de la performance et de la performance dans le sens Butler dans le sens de Judith Butler, c'est-à-dire à la fois comme imiter et performer comme on joue un rôle, mais en même temps, en le performant, on fait exister quelque chose, on fait exister une identité, on fait exister une manière d'être au monde. Et, Mhm. tu sais, cette dimension-là, elle est là quand on regarde Bikini Kill en spectacle, quand on voit le corps de Kathleen Hanna, c'est un corps qui prend de la place, qui ne s'excuse pas d'exister, surtout en contraste avec la bassiste Cathy Cox, qui est un petit peu plus effacée, alors que chez Kathleen Hanna, il y a quelque chose comme qui est mis en scène et qui comprend aussi une pluralité de styles et de techniques de genre qui sont Mhm. auxquels on switch d'un à l'autre de façon très, très rapide. Donc, ça apparaît vraiment comme un corps qui cite énormément, qui cite et qui utilise les techniques de genre. Puis, dans tout ça, ce que j'aime aussi le plus, ce que j'aime le plus, c'est la proximité ou le recouvrement, l'intersection entre l'attirance et le désir de devenir. Le désir de Mhm. devenir l'autre, le désir de comme prendre les vêtements, le désir de recevoir la rébellion et la révolution qui est incarnée par l'autre. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et bon, c'est une dimension que on passe souvent sous silence. On en parle un petit peu plus quand il y a pour parler des enjeux trans. Dans Sam Boursier le rappelle ici et là. En 2000, dans Queer Zone, Sam Boursier parlait de la coexistence non exclusive des bénéfices érotiques et sociaux des techniques de genre. Et cette proximité entre attirance sexo-affective et désir de devenir et euh, me semble présente dans cette pièce de Bikini Kill. Et quand Mhm. je parle de désir de devenir, je l'entends vraiment au sens large de comme acquérir aussi une forme de subjectivité psychosociale, pour reprendre les termes de Teresa de Lauretis, et c'est ça, c'est un désir d'incarner quelque chose qui est cette façon de se tenir dans le monde, qui est une façon de s'assumer complètement, que je trouve absolument magnifique. Et ça passe par la forme aussi. Cette Mhm. proposition de manière d'être dans le monde, c'est-à-dire de disposition générique devant les choses, comme disait Marielle Massé, ça passe par la forme, pas juste par le message. Ça passe par ce style punk, par abrasif, et ça nous est offert à nous. Ça nous est offert à nous, auditeuristes, d'une chanson comme ça où c'est possible d'en faire quelque chose à notre tour, quoi. Et en ce Mhm. sens-là, donc, moi, là, je t'amène un peu vers quelque chose que j'ai remarqué de présent dans ton travail puis dans le mien, qui est la proximité entre lire ou écouter ici ou avoir, se voir, c'est-à-dire avoir accès à des représentations, à des formes, Mhm. s'identifier
se subjectiver et agir. Donc, c'est quatre. La très grande proximité que je vois entre ces quatre choses-là, lecture, identification, subjectivation et action. Pas tant comme une séquence chronologique, là, mais comme vraiment un cercle ou comme un continuum où le curseur peut passer d'un à l'autre. Et tu sais, quand vous parlez dans la coalition de la robe de Rebel Girl, tout de suite après, il est question de Monique. De Monique, de Susanna Andler, de Duras. Et je trouve ce passage vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça t'inspire si je te présente ça comme ça? Ouais, ben c'est vrai quand on parle de lecture-identification, là, on dirait que le personnage de Monique, ça fait ces deux mouvements-là en même temps. C'est vraiment un segment important dans la coalition de la robe. C'est un segment où la narratrice parle vraiment de sa découverte d'un personnage de théâtre, bon, de Monique, donc dans Susanna Andler de Marguerite Duras, qui est une pièce de la fin des années 60. Évidemment, le segment est fictionnalisé dans le livre, mais bon, là, je peux le dire. Je pense que je suis pas la première fois que j'en parle, mais c'est un segment que c'est personnel, là, c'est moi qui l'a rédigé. Puis, je fais vraiment référence à la découverte de ce personnage-là, là, comme quand j'étais à l'école de théâtre. Ça a vraiment une incidence majeure là, sur à la fois mon parcours personnel, mais aussi professionnel, parce que ça générait justement cette lecture-là, cette rencontre-là avec ce personnage-là. Ça générait vraiment une envie de m'identifier à cette femme-là, un peu ce que le personnage de Rebel Girl t'a fait à toi, en fait. Là, ça me donnait envie d'endosser le rôle de la maîtresse dans la pièce. C'est la première fois que je jouais ce type de personnage-là. Monique, c'est la femme sans attache, sans mari. Elle avait développé une certaine amitié avec le personnage de Susanna, qui est, elle, la femme de son amant, en fait. Et puis, c'était vraiment la première fois que je rencontrais un personnage qui était vraiment aussi dense, aussi sensible, avec une psychologie assez complexe, mais qui utilisait pas beaucoup de mots. C'était vraiment un personnage qui ne parlait pas beaucoup, tout passait par sa gestuelle, son regard. J'avais vraiment envie d'être elle, en fait. J'avais envie de la jouer, mais j'avais aussi envie un peu, puis ça, c'était vraiment très inconscient, là. Évidemment, j'y ai repensé après dans l'écriture du livre, mais j'avais vraiment envie un peu de queeriser ce personnage-là, en fait, sans le savoir. Puis, avec ma partenaire de jeu à l'époque, on avait fait un peu le choix qu'en lisant la scène entre Susanna et Monique, on avait décidé en fait que ces deux femmes-là s'aimaient finalement dans leur relation avec Jean, qui était le mari de Susanna, qui était l'amant de Monique. On avait décidé de créer une espèce de relation, amour, amitié là, entre ces deux femmes-là à travers leur relation avec cet homme-là. Bon, ça a l'air peut-être un peu dépassé là, comme façon de penser la psychologie d'un personnage aujourd'hui, mais quand même, à l'époque, on avait 20 ans, puis je pense que très inconsciemment aussi, j'étais vraiment en quête d'imaginaire qui allait me permettre là, je pense, de révéler mon lesbianisme. Donc, ça a été quand même un moment important dans ce rapport-là, lecture, identification. Je ne sais pas pour toi où se situe, en fait, ou comment tu peux interpréter peut-être justement ces relations-là entre la lecture, l'identification, la subjectivation, l'agir, tous les sentiments. Ben, moi, je trouvais ça vraiment magnifique, le passage dans la coalition de la robe. Là, si tu permets que c'était des passages, je tente de la lire, de Monique, je tente de la décoder, notamment à travers ses silences. Elle ne parle pas beaucoup, contrairement à moi, etc. J'ai l'envie pour elle de me transformer. Elle touche une corde sensible chez moi, que je ne suis pas encore de nommer. Plus tard, elle me fait plus grande que nature. Et voilà que tout à coup, grâce à Monique, je voudrais me connaître autrement. Et c'est ça qui se passe. C'est ça que témoignent ces magnifiques pages pour enfin, finalement, par la fiction, et là, on peut penser à la fiction, mais que ce soit la fréquentation d'œuvres qui nous transmettent juste par la forme, qui nous transmettent donc cette disposition des formes de subjectivité, ben, il y a quelque chose qui nous amène à nous connaître aussi nous-mêmes autrement. Et je trouve que c'est très proche, en fait. Moi, ce que j'ai lu dans la coalition de la robe, dans cet alignement où se connecte le rapport aux œuvres du passé, la création au présent et la subjectivation et l'action, pour moi, je trouve ça absolument magnifique et ça va tout à fait dans le sens de la question que tu me poses sur de quelle façon lire, en passant par la littérature, par la fiction, mais pas seulement par la fiction, permet ensuite de se subjectiver et d'agir. Pour moi, je le pense à peu près dans des termes à peu près semblables. C'est finalement
c'est finalement la possibilité de se connecter aux possibilités dont nous sommes le lieu et de les accroître. En fait, c'est ça qui se passe dans le processus, moi, qui m'intéresse le plus. Et donc, c'est ce que je te dirais. Et cette connexion-là avec soi-même comme le lieu d'une possible joie, encore une fois, comme disait Audre Lorde, ou comme un lieu de possibilité. C'est pour moi, c'est ça, en quelque sorte, l'autodétermination, la connexion avec ses propres vérités, la possibilité de se définir soi-même, de sortir des fictions dominantes, que ce soit les fictions normatives ou que ce soit les discours qui soutiennent les systèmes dominants, la possibilité que s'épanouissent et s'accomplissent les potentialités dont nous sommes le lieu. Puis et en ce sens-là, c'est comme une des figures qu'on trouve dans le Hegelian que tu affectionnes comme moi, la figure des paramécies que Loki Bersenic prend du côté de la science, là, mais comme elle cite, je pense, je ne me souviens plus quel scientifique, comme qu'est-ce que c'est que cet organisme vivant? C'est un organisme vivant que la nature avait engagé pour voir jusqu'où une cellule peut aller trop loin. De quoi suis-je capable? De tout. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Je pense que c'est une métaphore justement de ces êtres qui gagnent en autonomie et qui, dès lors, se connectent avec leur propre potentialité, avec la puissance de leur devenir, avec la possibilité de se créer, de s'inventer et d'aller trop loin. Moi, en fait, je tiens beaucoup à ça parce que dans les discours qui résistent aux mouvements, aux différents mouvements, que ce soit un mouvement antiraciste, les mouvements queer, etc., ils nous disent jusqu'où ça va aller. Hein? Puis, j'aime beaucoup l'idée que oui, il faut précisément aller trop loin en dehors des normes et en dehors des limites étroites à l'intérieur desquelles on nous demande de nous résigner aux choses et d'accepter des choses et d'accepter des systèmes d'oppression. Et voilà, moi, c'est dans ce sens que je pense la parole sorcière, c'est en ce sens que j'espère essayer d'agir et d'écrire. Ça ne veut pas dire que je réussis tout le temps, mais j'essaie d'agir un peu dans le sens de cet encouragement-là. Les liens là, entre lecture et identification, on a beaucoup convoqué d'autrices, d'intellectuels, tout ce rapport-là à plusieurs femmes. Moi, évidemment, ça me ramène à ce que la philosophe Françoise Collin appelle des générations symboliques de femmes, de féministes. Bon, dans mon cas de lesbienne, moi, j'ai travaillé là-dessus dans mon mémoire création à la maîtrise, mais ces liens-là de générations de femmes qui se créent par la pensée à travers des œuvres, dans la création, dans la transmission de ces idées-là, dans la transmission de ce que Collin appelle un corpus d'œuvres. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on fait un peu ensemble aujourd'hui, de créer des communautés de pensée, justement, à partir de... on a parlé beaucoup de Marchessault, donc je pense que c'est vraiment l'impression que c'est ça qui se passe ici, hein, créer des communautés aussi. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe aussi dans la parole solidaire. Hein, En France, Aurore Révin parle pour sa part de matrimoine, une façon de comme tourner le dos au patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose qui va un peu dans le même sens pour toi? Oui, je pense que c'est assez similaire. Ce que j'aime bien, moi, chez Collin, avec la génération symbolique, c'est que les idées, les liens intellectuels, ça se crée un peu plus entre féministes, quelque chose d'un petit peu moins peut-être binaire, là, entre matrimoine, il y a quelque chose de femmes-hommes, les femmes doivent réagir en parallèle des hommes. Je trouve que la génération symbolique chez Collin, ça dépasse un peu le système sexe-genre, un peu. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus ouvert, en tout cas. Ça vient plus généralement relié des communautés. Tu sais, tantôt, tu parlais de continuum, donc il y a un peu de cet ordre-là pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante dans les différents mouvements queer, dans les mouvements des groupes minorisés ou qui sont les cibles des systèmes d'oppression, la possibilité de former communauté, notamment parce que le propre des systèmes d'oppression, de la supériorité blanche, la fiction de l'hétérosexualité obligatoire, de la cis-identité obligatoire, nous isole, nous écarte, oriente des pratiques qui nous relèguent à la marge, à l'invisibilité. Il y a comme à chaque fois comme un besoin de communauté, un besoin d'espace aussi, un besoin qui est un besoin de sécurité à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan des relations humaines. Et c'est ce besoin de se sentir à sa place, reconnu, estimé, apprécié, de se sentir appartenir, qui
qui est là dans le geste, dans ce geste de revenir et dans le geste de constituer effectivement cette... voyons, quel est le terme que tu emploies, les générations symboliques. Symbolique, ouais. Exact. Puis enfin, il y a le dernier volet de ce continuum-là entre lire, s'identifier, se subjectiver et agir, donc qui est le volet action. Moi, j'ai trouvé assez beau que, par exemple, la coalition de la robe, le livre commence avant même qu'on en sache plus sur qu'est-ce que c'est exactement, qu'on commence tout de suite dans l'action. Dans l'action lors du mouvement étudiant de 2005. Ouais. Et voilà, il y a quelque chose que je trouve magnifique comme façon tout de suite l'action n'est pas envisagée comme le résultat d'un programme ou d'un projet clair, mais quelque chose qui fait exister, qui fait advenir quelque chose pendant, quoi. Oui, vraiment. Puis l'action est vraiment présente là, dans le livre. Là. Je pense aussi que ça vient du fait qu'avec Marie-Ève et Marie-Claude, on voulait vraiment faire vivre le théâtre militant de la coalition de la robe dans le livre, dans le geste de lecture. En fait, on voulait avoir une espèce d'avoir l'impression d'être à même leur théâtre, là, à même les pages. On voulait aussi comme faire passer une pensée féministe, des idées féministes, mais vraiment en les alliant vraiment concrètement à l'action même là, que génère le théâtre. Et que je pense qu'il y a un peu de ça, évidemment, dans le livre. Je pense que j'ai essayé de... Personnellement, mon agir là, plus personnellement, je pense actuellement, c'est d'essayer de remettre ça en pratique, peut-être plus dans l'enseignement. Je vois beaucoup, justement, dans la transmission des idées, dans justement cette création-là de génération symbolique avec les étudiantes, leur donner envie d'ajouter leur voix à ce fameux corpus-là d'œuvres, de travaux féministes aussi, de travaux queer aussi. Là, c'est vraiment important là, pour plusieurs d'entre elles. Puis, je suis comme... En passant ça dans l'enseignement, il reste en fait quelque chose de cet agir-là de la coalition de la robe, je pense. Je crois que notre heure est presque sur le point de se terminer. On serait déjà rendu comme au mot de la fin. Oui. Et je ne sais pas si toi, tu as envie de dire quelque chose. Moi, je te dirais que je trouve que c'est intéressant qu'on termine précisément sur l'action, qu'on ne perde pas de vue aussi que la lecture est l'initialisation de l'action aussi. C'est pas le contraire de l'action. Il y a quelque chose qui naît là, un peu comme dans le creux d'une spirale là, au début, là, qui émerge. Et peut-être que, j'espère en tout cas qu'ensemble, on a maintenu ouverte cette spirale de l'émancipation, si je peux reprendre un terme qui m'est cher, on pourrait critiquer par ailleurs, mais tu sais et de la spirale aussi de ce que Audre Lorde appelle l'exigence érotique, c'est-à-dire de comme être responsable au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire de s'assurer de vivre du dedans vers l'extérieur et non pas de l'extérieur normatif vers le dedans, mais de vivre comme ça en contact avec la puissance de cet érotisme en nous, en laissant cette puissance nourrir et illuminer nos actions sur le monde qui nous entoure. Je pense qu'on a comme pointé un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que oui. Moi, je pense en fait qu'on essaie de générer quelque chose comme un nouveau corpus féministe. En tout cas, on essaie de créer un corpus queer, peut-être en partageant nos expériences, nos lectures. On a beaucoup parlé, je pense, des personnages qui nous inspirent, qui nous ont façonnés, en fait. Là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très nourrissant, très captivant. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on fasse cette rencontre et pour l'énergie et l'enthousiasme que tu as mis dans cet entretien-là. Merci à toi, Eve-Martin-Jalbert. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Ça a été franchement inspirant et très enrichissant. Donc, à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. À une prochaine, Marie-Claude. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet entretien entre Eve-Martin-Jalbert et Marie-Claude Garneau, un entretien réalisé en collaboration avec La Puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres auteurs et autrices, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée et sur le site du CRILC sous l'onglet Médiathèque.